Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo test. Je vous avais parlé dans le vlog lecture qui était sorti de l'éventualité de tenter une vidéo sur les sorties. Et donc à l'heure où je filme, nous sommes le 11 mai et ce mois-ci il y a énormément de sorties qui peuvent m'intéresser. Bien sûr, celles que je vais vous présenter, c'est pas pour ça que je vais toutes les acheter, hein. Surtout que suite à mon anniversaire, je me suis décidée à limiter mes achats puisqu'il faut bien que je lise les livres qui sont déjà dans ma palle. Donc à l'heure actuelle, je vais vous présenter ce qui est déjà sorti. Il y a quelques livres que j'ai déjà et que vous avez pu voir justement par rapport à mon anniversaire. Mais dans les sorties qui arrivent, je pense en acheter plus qu'un. Après on sait jamais, hein, il peut y avoir des imprévus. Mais il y en a vraiment un pour lequel je pense craquer et sinon les autres, j'ai pour objectif de les acheter plus tard quand j'aurai réussi à un minimum faire baisser ma palle. Donc on va surtout parler des sorties autour de la fantasy. Quand je parle de fantasy, je parle dans le sens large du terme comme les anglophones. Ça comprend donc tout ce qui est aussi sous-genre, fantastique, tout ça. Et également de la romance. Mais quand je parle de romance, je parle plus de romance type rom-com, romance contemporaine. J'aime pas tout ce qui est triste, je suis pas du tout intéressée par la dark romance. Donc voilà. Et je pense que vous comprendrez que forcément je vais pas pouvoir parler de tout. Ça va déjà durer une éternité à filmer, sachant que je ne suis absolument pas organisée. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ce format vous plaît, ce que vous pensez des titres que j'aurai sélectionnés. Si jamais vous en avez repéré d'autres, comme ça me fera peut-être découvrir certains livres. Et donc ce sera un plaisir de découvrir vos réponses. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis engagée dans cette vidéo sans être organisée, ça va donc être mélangé, on va passer parfois de la romance à la fantasy, comme ça, sans transition. Nous allons donc commencer avec une sortie du 1er mai, je précise, je m'excuse à l'avance si jamais je prononce mal certains noms, et vous aurez des résumés plus ou moins détaillés, je ne garantis rien. Parce qu'il y a des livres, c'est la découverte totale. J'arrête donc de me disperser et on commence avec le livre The Cheat Sheet écrit par Sarah Adams et publié chez J'ai lu depuis le 1er mai. C'est un livre de romance dans un contexte sportif. D'après ce que j'ai pu comprendre, nous suivons les personnages de Brie et de Nathan. Nathan est une superstar de la NFL. Et le meilleur ami de Brie. Quant à elle, elle était avant ballerine, sauf que suite à un accident de voiture, elle a vu tous ses rêves voler en éclats. Depuis, elle est devenue professeure de danse et tient un studio à condition qu'elle puisse continuer à payer le loyer. Nathan vient à sa rescousse en achetant le bâtiment et elle, n'étant pas contente, après plusieurs verres, elle avoue son plus grand secret à un journaliste de TMZ. Je pense que c'est TMZ, mais bon bref, vous avez compris. Une vidéo virale plus tard, le monde entier pense que Brie et Nathan forment un joli couple. Ça donne donc une idée à l'agent publicitaire de Nathan, qui pourrait signifier la fin des problèmes financiers de Brie. Former un faux couple pendant au moins 3 semaines. Et c'est une idée qui me plaît beaucoup puisque j'adore le trope fake dating. Fake date. Fake dating. Brie va donc se demander si elle devra en profiter pour assumer ses sentiments. Et Nathan, quant à lui, de son côté, on se demande si lui aussi pourrait en avoir pour elle. C'est donc typiquement le genre de romance que j'aime beaucoup lire entre deux fantaisies un peu complexes pour souffler. Bien sûr, si jamais j'allais jusqu'à me la procurer, ça serait pour la version reliée, pas pour la version brochée. Elle m'intéresse très peu. Ou alors pour une version poche dans le futur. Puisqu'il me semble vous l'avoir déjà dit dans d'anciennes vidéos, mais lorsqu'il est question d'un livre qui n'est pas de la fantaisie, en principe j'aime pas beaucoup investir, surtout qu'en ce moment c'est un peu la fête au niveau des prix, donc soit en relié, soit en poche. Et quand c'est vraiment un carnage au niveau de la couverture, il m'arrive même de les prendre en numérique, mais même les numériques en ce moment c'est un truc de fou les prix. Donc bon, on ne va pas passer beaucoup de temps sur celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Le 2 mai, c'est bien le 2 mai? Non, c'est le 1er. Le 1er mai, nous avons eu la sortie de The Royal Coven, écrit par Juno Dobson et publié chez Calix. J'ai la version reliée, il existe aussi en version brochée. Regardez la beauté du jaspage, incroyable. Les pages de garde ressemblent à ceci et je trouve que à la lecture,
Attendez, je vous montre les cartes avant de continuer. Et donc je disais, à la lecture, il a l'air très confortable. Pour ce qui est de The Royal Coven, je vous ai déjà fait un résumé dans une vidéo précédente. Il est plutôt mystérieux. Il est question d'un coven de sorcières. Les sorcières vivent parmi les humains, mais forcément leur existence est cachée, alors que c'est leur cercle qui représente le plus grand péril. Et ce qui va se passer, c'est que le monde va être menacé et on va se demander si nos sorcières vont être en mesure de le préserver. Je vous ferai un retour lorsque je l'aurai lu. En ce moment, j'aimerais bien terminer tous les livres que j'ai déjà entamés et laissés de côté. Et il me semble qu'on est sur peut-être 4-5 titres différents. Bon, ensuite, on est sur un livre dont la sortie m'intéresse sans vraiment m'intéresser. Et c'est le 4e tome de la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, publié chez Hugo. Cette sortie est prévue pour le 2 mai et je vais essayer de vous faire un résumé de l'histoire d'Hadès et Perséphone, puisque personnellement je me suis arrêtée au tome 2, je vais vous expliquer pourquoi, et forcément je vais pas vous faire un résumé du 4e tome. Alors, Hadès et Perséphone, c'est une inspiration de la mythologie grecque dans un monde moderne. Je dirais que sur ce point-là, et sur ce point-là seulement, hein, sinon ça n'a rien à voir, ça me fait penser à l'Or Olympus. Qu'est-ce que c'est l'Or Olympus? C'est une histoire de Rachel Smith et voici à quoi ça ressemble en physique. C'est un webtoon qui est juste incroyable et que je vous recommande. Regardez comme c'est beau. Pour l'instant, je n'ai que les 2 premiers parce que je lis la version numérique sur Webtoon. Et donc, l'Or Olympus, c'est une réécriture de la mythologie grecque où nous suivons principalement Perséphone et Hadès. Et à travers ce Webtoon et différents mythes, on a plein de messages qui sont passés. Je trouve que c'est super intelligent et je salue le talent de l'artiste. Enfin bref, on va ici ne pas trop s'étendre parce que la saga Hadès et Perséphone, en vrai, ça n'a rien à voir. Je voulais juste faire le parallèle pour le côté monde moderne. Et donc, Hadès et Perséphone, forcément, inspiration du fameux mythe. Nous avons Perséphone qui est une jeune déesse qui n'a pas l'air de grandement s'y connaître, notamment par rapport à ses capacités et qui est surprotégée par sa mère Déméter. Et d'un autre côté, nous avons Hadès qui est un dieu bien établi. Et en gros, ça fonctionne vraiment comme une société moderne. Les dieux sont vus comme étant des célébrités. D'ailleurs, Perséphone n'est pas encore connue en tant que telle. Il y a la presse à scandale, il y a plein de choses. Et Hadès a sa réputation, sauf qu'un jour, Perséphone tombe sur lui et il se pourrait qu'elle se retrouve plongée dans un pacte. À côté de ça, on a certaines menaces et bon, de mémoire, c'est ce que je peux vous raconter pour ce qui est de cette romance. Pour ce que j'ai à dire, c'est pour un public averti, forcément. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire pour le premier livre que je vous ai présenté et je vous préviens, ce n'est pas voulu, mais il se pourrait que je n'ai pas tous les triggers pour les livres que je vais vous présenter ne les ayant pas lus. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a du smut dans la première romance que je vous ai présentée. Par contre, pour Hadès et Perséphone, oui, il y en a beaucoup. Et en fait, pourquoi je me suis arrêtée au tome 2? Le tome 1, malgré les avis très mitigés, j'ai trouvé que c'était une lecture sympa et je l'ai lu en un rien de temps. Par contre, le tome 2, je dois avouer qu'il y avait des passages, j'aurais aimé qu'ils discutent afin de crever l'abcès. Sauf que forcément, ils ont fait autre chose. Et arrivé à un moment, ça m'a grandement gonflé, surtout avec le comportement de Perséphone qui était juste insupportable, vraiment insupportable, borné, bref. Si jamais ça vous intéresse, je vous en parlerai plus longuement plus tard. J'ai le tome sur Hadès puisqu'il y a la saga Hadès qui est en parallèle où on a le point de vue d'Hadès, ce qui m'intéressait puisque j'hésite à reprendre avec le tome 3. Et pour me rafraîchir la mémoire, autant relire le début d'un autre point de vue, surtout que je me dis que ça pourrait être moins agaçant. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, pourquoi pas. Ensuite, toujours sur le 2 mai, une autre sortie que j'avais complètement oublié de vous présenter dans mes cadeaux d'anniversaire. Love Theoretically de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. Est-ce que cette version n'est pas trop mignonne? Donc forcément je l'ai pris en relié pour aller avec ceux que je possède déjà. Et quand je vous parlais du fait de bientôt filmer la fameuse vidéo les livres populaires des réseaux, eh bien je comptais inclure cette lecture. Je vais donc le lire avec vous. Et pour ce qui est de Love Theoretically, pour moi, ça suit le même schéma que les 2 tomes précédents.
on est à nouveau dans l'univers scientifique. Cette fois-ci, nous suivons les personnages de Elsie et de Jack. Je me demande s'il n'y a pas à nouveau du fake dating, étant donné que lorsqu'on commence l'histoire, Elsie est avec George pour de faux, puisqu'elle loue ses services en tant que fausse petite amie. Elle trime sous les copies d'étudiants, étant donné qu'elle aimerait pouvoir obtenir un poste de titulaire. Donc, quand le département de physique du MIT en ouvre un, elle se jette sur l'occasion. Sauf qu'il y a un problème, Jack, qui est l'un des recruteurs, est déterminé à placer son poulain. Sauf que rien ne se mettra entre elle et ce poste. Et bien sûr, il est précisé, même pas ce mec sexy ou je sais pas quoi, bref, vous avez compris. Ils sont censés se détester, comme pour les 2 autres tomes. Je veux voir ce que ça donne. Petit rappel, j'avais adoré The Love Hypothesis. Par contre, j'étais plutôt mitigée pour Love on the Brain. J'ai vu que les gens qui avaient adoré The Love Hypothesis, bref, vous avez compris, avaient aussi beaucoup apprécié celui-ci, donc je suis curieuse. De toute façon, je trouve que les romances d'Ali Hazelwood se lisent toutes seules. Juste, j'espère qu'elle va pas nous refaire le coup d'une Marie Curie bis, parce que moi, l'histoire de Marie Curie, ça m'avait saoulée dans le top sur Love on the Brain. Donc, espérons qu'elle fasse pas des références encore et encore sur tel ou tel personnage emblématique. Ensuite, bien sûr, nous avons Divine Rivalité. Personnellement, j'ai la version anglaise Fairy Loot Divine Walvos de Rebecca Ross. Il est disponible en français et publié depuis le 2 mai chez De Saxus. Je vous montre ma version avant de vous mettre l'image de la version française qui est d'ailleurs magnifique. Donc, il ressemble à ceci. Alors vous me connaissez, ce n'est pas parce que j'ai la version Fairy Loot d'un livre que je vais m'empêcher de l'acheter en français, d'habitude. Mon objectif c'est de me mettre à lire en anglais pour de vrai, donc je me suis dit que j'allais me retenir d'acheter Divine Rivalité pour le moment. Ça veut pas dire que je ne vais pas l'acheter. Je prendrai juste ma décision après ma lecture en anglais. Si jamais je l'adore, eh bien je prendrai la version française également. Mais étant donné que j'avais carrément précommandé le tome 2, en version Fairy Loot aussi, je vais pour une fois me forcer à les lire, surtout qu'il faut vraiment que je travaille mon niveau, donc voilà. Dans cette histoire, nous suivons les personnages d'Iris et de Roman. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont de nouveau en guerre et Iris tente de maintenir sa vie à flot étant donné que son frère est parti au front et sa mère sombre dans l'alcoolisme. J'ai oublié de préciser, Iris est journaliste, elle ne trouve du réconfort que dans les lettres qu'elle écrit à son frère porté disparu et qui disparaissent mystérieusement lorsqu'elle les glisse sous sa garde-robe. Et donc lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans se douter que ce n'est autre que son rival Roman. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Et alors que les puissances divines se servent des humains, Iris et Roman se font la promesse de toujours s'envoyer des lettres. Mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir semble de plus en plus incertain. Au départ, je n'ai vu que des avis qui encensaient cette duologie, sauf que avec le temps qui passe, j'en vois qui sont un petit peu moins convaincus. Pour ma part, j'ai l'impression que ça va beaucoup me plaire, surtout que, petit spoiler de la prochaine vidéo update lecture, j'ai lu La balade funèbre de Art et Merci que j'ai adoré, à qui j'ai mis 5 sur 5. Une lecture que je recommande fortement et justement je vous en parlerai plus longuement dans le prochain update. Et bien le résumé m'y fait beaucoup penser, donc franchement je pense que ça va me plaire. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Encore mieux si jamais vous avez lu certains des titres que je vous présente. Toujours le même jour, une sortie que j'attendais avec impatience. Yellowface de R.F. Kuang, publié chez le label Ellipsis. Et rien que la citation de début, c'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. J'en ai tellement entendu parler du côté des anglophones, je suis tellement hypée, ce livre a l'air juste super intéressant. June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines, mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature et June n'est personne. Après tout,
qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle. Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer, un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique? Quelle qu'en soit l'autrice, ce morceau d'histoire ne mérite-t-il pas d'être raconté? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athéna et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret? Ça a l'air tellement passionnant, je veux tellement ce livre. Si jamais je devais faire un autre craquage en dehors de celui que j'ai déjà prévu de prendre, ça serait pour Yellowface, mais vraiment 1000 fois. Vous l'aurez compris, on est donc plutôt sur un livre contemporain qui m'a l'air d'avoir une ambiance un peu thriller, qui parle de thématiques telles que les dessous de l'industrie du livre, le racisme. Enfin, vraiment, ça a l'air super intéressant et en plus, on a le point de vue d'un personnage qui est moralement discutable. Et pareil, dites-moi si jamais ce titre vous intéresse aussi. Bien sûr, nous avons eu la sortie du 5e tome de la saga Doreen, Gold, écrit par Raven Kennedy et publié chez Hugo. Ça fait quand même pas mal de fois que je vous ai dit à quel point j'apprécie cette série. Inspiration du mythe du roi Midas, nous suivons le personnage d'Oren principalement, qui est sa favorite Dorée, qui a eu un passé traumatisant et qui a été recueilli par ce dernier, sauf que par un concours de circonstances, ils se retrouvent séparés et elle commence à observer certaines choses quant aux motivations de Midas. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, c'est réservé à un public adulte, il y a beaucoup de trigger warning et c'est de la dark fantasy. Voilà. Nous continuons en changeant de jour cette fois-ci puisqu'on arrive au 7 mai et ce que je vous propose comme sortie qui m'intéresse mais que je possède déjà sauf que je n'ai pas le livre à côté de moi donc je vais vous mettre l'image à l'écran, il y aura la sortie du tome 2 de Ruin. Je ne suis plus du tout sûre de la prononciation du nom de l'autrice, c'est L'homme au mi-visage écrit par Angèle Harlequin et en gros ça se passe plusieurs siècles avant la série Le Porteur de Mort, si je ne me trompe pas avec le nom de la série. Pareil, je vous mettrai l'image du tome 1 à côté de moi. C'est une série que vous m'aviez recommandée en commentaire lorsqu'on parlait des sorties des éditions Plume Blanche pendant mon unboxing. Et pourquoi je vous la recommande ? Parce que normalement je suis pas censée l'avoir lu, et bien figurez-vous que ça fait partie de mes lectures en cours, le tome 1, puisque si jamais vous êtes abonné à Audible, le livre audio est disponible à l'écoute avec l'abonnement en ce moment. Donc voilà, je vous en parle, mais attention, c'est une dark fantasy. Il y a beaucoup de trigger warning, c'est gore. J'ai déjà écouté 30 minutes, sachant que j'écoute le comédien qui le lit à la vitesse normale. Il me semble que dans la version papier, j'en suis donc à une 30aine de pages, sauf que rien que ça a juste l'air génial, j'accroche totalement avec la plume, avec la façon dont on change de point de vue régulièrement. Et pour ce qui est de l'histoire de Ruin, voici le tome 1 en papier. Ruin, c'est en fait une épée. Une épée dotée d'une puissance incroyable qui ne peut être détenue que par la réincarnation de son détenteur. Les royaumes de Cairn et d'Eren surveillent l'évolution de la prophétie avec attention. Sauf que du côté de la reine de Cairn, cette dernière a décidé de passer aux choses sérieuses en envoyant son haussaire sur les terres de son ennemi, quitte à causer chaos et sang sur son passage afin de lui ramener l'enfant. L'élu qui saura brandir l'épée. Je me répète, rien que le début, c'est hyper prenant. Si jamais vous avez envie de lire plus de choses en termes de dark fantasy, bien sûr faut être accroché, je vous préviens. Eh bien je vous le recommande, mais la dark fantasy ça peut choquer puisque forcément en termes de mœurs, voilà quoi. Je pense qu'à terme quand j'en aurai lu assez, je vous ferai sûrement une vidéo recommandation, mais pour le moment c'est un projet qui est en cours comme vous pouvez le voir. Pour ceux que ça intéresse, le tome 2 est déjà sorti et je vous préviens c'est un petit pavé vraiment en comparaison du 1, regardez l'épaisseur du 1. Le 2, de toute façon vous pouvez le voir en vidéo sur la chaîne. Ensuite, le 10 mai, nous avons la sortie en français du premier tome d'une série dont j'ai entendu parler maintes et maintes fois,
Zodiac Academy, The Awakening. Il est sorti le 10 mai. Il est disponible à la lecture avec l'abonnement Kindle. Donc je pense le tester de cette façon. Surtout que j'aime pas du tout les couvertures de cette série. Donc voilà. Par contre, j'aime pas du tout le nom Supernatural Beasts and Bullies. Comment ça? Beast and Bullies. Ce qui m'intrigue dans cette série forcément, c'est qu'il est question des différents signes du zodiaque. Je trouve ça marrant que ce soit pas quelque chose qui soit plus exploité que ça dans les livres. Je sais qu'il y en a un qui est sorti en français il y a pas longtemps, je vous mettrai l'image à l'écran si jamais je le retrouve. Bon, c'est pas du tout le même délire, hein. On est sur un young adulte là. Mais celui que je vous présente, c'est pas le cas. Hein. Celui dont on parle, c'est pas le cas du tout. Et étant donné que tout ce qui est signe astrologique, tout ça, c'est toujours super à la mode, je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas plus d'histoires qui en sont inspirées. En gros, nous suivons une Fae qui est Gémeaux, impulsive, curieuse, têtue et jumelle. Bon, étant donné qu'elle est Gémeaux, ça me paraît être logique. Et surtout, elle est l'héritière d'un trône dont elle ne sait rien. Sauf qu'il y a un problème, c'est que pour revendiquer son droit de naissance, tout ce qu'elle a à faire, c'est de prouver qu'elle est la plus puissante de Solaria, ce qui est techniquement vrai étant donné qu'elle est la fille du roi barbare. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque fae de ce royaume le revendiquerait également s'ils en avaient l'opportunité. Elle est donc envoyée dans une école très dangereuse. Et d'après ce que j'ai compris, ce que je ne savais pas du tout avant de regarder le résumé qui fait 3 km sur Booknode, c'est qu'il y a plusieurs espèces surnaturelles. Vampires, loups-garous, sirènes, métamorphes dragons. Et donc on peut se demander, oui, mais quelle est la place des signes astrologiques ? Apparemment, ça détermine les pouvoirs des personnes, sa magie élémentaire et ça affecte sa destinée. D'après ce que je comprends, pour ce qui est des cours, ça pourrait être intéressant si on est capable d'y survivre. Et je suis en train de me demander si Fae, c'est pas un terme pour englober toutes les créatures surnaturelles, puisqu'on nous parle d'un métamorphe dragon qui a les yeux sur son trône. Donc je ne sais pas, il faut lire je pense pour savoir ça. Et ensuite tout en bas il y a écrit: ce livre est une dark bully romance. Autant vous dire que ça a cassé toute ma hype. Franchement les trucs de bully ça m'intéresse pas du tout. Ça me saoule plus qu'autre chose. Je pense qu'étant donné que j'ai l'accès avec mon abonnement Kindle, je vais tenter par curiosité parce que ça m'intrigue. Mais le délire de faire une romance bully, en plus dark, à mon avis ça veut dire qu'il y a de quoi s'énerver. Donc si jamais certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est au niveau de l'ambiance, parce que là, je suis très sceptique. Forcément, faites attention au trigger warning. Ensuite, le fameux dernier livre que je vais acheter ce mois-ci normalement, The Nightshade Kingdom, le tome 1, The Foxglove King, écrit par Anna F. Withen et publié chez Brajlon. La sortie est prévue pour le 15 mai et nous sommes dans un royaume décadent inspiré d'un Versailles gothique. Une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdite, un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle. Nous suivons donc le personnage de Laure qui a réussi à échapper à un culte lorsqu'elle avait 13 ans. Un culte secret officiant dans les catacombes de la ville de Delair. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Elle est donc devenue trafiquante de prison pour le cartel qui l'a pris sous son aile. Elle cherche à rester discrète et à garder le secret sur son affinité illicite avec le Mortem. Et le Mortem, c'est une magie de la mort qui la relie irrémédiablement à la cité. Sauf qu'une transaction se passe mal et Laure est donc capturée par la presque mort. C'est une faction de prêtres guerriers habilités à utiliser le Mortem pour le compte du roi sanctifié. Excusez-moi, c'est pas le Mortem, c'est la Mortem. Laure s'attendait à être exécutée, sauf qu'au final, le roi l'incite à utiliser ses pouvoirs dans une affaire où des villages disparaissent. Sans explication rationnelle, elle est donc en charge de retrouver le responsable au sein de la cour de la citadelle. Sauf que dans ce monde constitué de faux semblants, Laure doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre de la presque mort chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, Laure se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses. Alors que les sombres secrets qu'elle a laissés dans les profondeurs des catacombes sont en passe de la rattraper. J'ai trop envie de le lire. En plus, je sais pas si vous avez vu passer l'édition reliée, elle est magnifique. J'aime beaucoup les histoires un petit peu gothiques comme ça, donc hâte qu'ils sortent. Ensuite, le 15 mai, chez les éditions Rajo, nous avons cette merveille, Sing Me to Sleep.
de Gaby Burton. Personnellement, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà la version anglaise et je compte commencer en anglais. C'est la version Fairyloot qui ressemble à ceci. Et justement, la particularité de Sing Me to Sleep, vous pourrez le constater, c'est que c'est une histoire de sirène. Nous avons de la représentation. Regardez comme elle est belle. Je vais vous montrer plus précisément à quoi ressemble ce relier. Je le trouve trop joli. Je suis hyper contente qu'on ait la traduction puisque du coup c'est un livre que je pourrais vous présenter même pour ceux qui ne lisent pas en anglais. Nous suivons le personnage de Sawars qui est une magnifique sirène aux pulsions meurtrières et dont l'existence est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme est prête à s'exposer au danger. Elle entre au service de la famille royale qui déteste tout ce qu'elle représente. Désormais garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Kerdre, Sawars a de plus en plus de mal à cacher son identité, d'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit, elle-même. Franchement, le résumé me hype. Pour le coup, c'est un young adult. Normalement, ça devrait donc aller. Bon, on sait jamais, puisqu'il y a des young adults qui ont quand même des trigger warnings. Il me semble que c'est une duologie. Donc, écoutez. Je vais vous en donner des nouvelles, en tout cas il me donne énormément envie et en plus avec les beaux jours qui arrivent, c'est totalement le livre parfait pour la saison. Vous connaissez mon addiction à 200 d'écume et de glace, voilà. On adore les sirènes. Toujours le 15 mai, nous avons le tome 2 de Dark Shores de Daniel N. Jensen publié chez Big Bang qui sera disponible, qui n'est autre que Dark Skies. Je ne vais donc pas vous faire un résumé du tome 2, mais si vous voulez quelques indications, dans cette histoire nous suivons deux personnages, Terriana et Marcus. Terriana est une marin et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Et pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est quant à lui le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Ça se déroule dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables. Seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Et ce qui m'avait beaucoup attiré dans cette histoire, déjà Daniel L. Jensen, même si je n'ai pas autant apprécié Le Pont des Tempêtes que la majorité, j'ai trouvé que c'était quand même très sympa et très fluide à lire. Donc je trouve que c'est plutôt une autrice dont on peut avoir la garantie de passer un bon moment de lecture. Mais j'ai été totalement séduite par le physique des protagonistes. Donc je suis ravie qu'on ait déjà une sortie pour le tome 2, mais je ne vais pas me le procurer tout de suite, je vais d'abord lire le tome 1. Ensuite, pour cette sortie, je trouve que l'objet livre en relié est tout simplement magnifique. Nous avons La Reine des Enfers, prévu pour le 16 mai, écrit par Bea Fitzgerald. Et pour la maison d'édition, je ne sais plus exactement chez qui c'est prévu. Bon, c'est encore une fois une réécriture de mythologie puisque nous y suivons Perséphone. Perséphone qui n'a pas été enlevée, Perséphone qui a choisi les enfers. Dans cette histoire, elle n'a pas été kidnappée par Hadès, elle s'est précipitée aux enfers. Hors de question pour la déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents l'ont destinée. Elle doit maintenant convaincre Hadès de l'aider. Ce qui n'est pas une mince affaire car le dieu des enfers est à la fois arrogant, franchement hostile et... je vous laisse deviner quel autre mot... oui, sexy. Voilà, sexy. C'est ce qui est écrit. Je vous ai déjà dit que je trouvais ça gênant. Ouais, c'est gênant, on est d'accord. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Ce livre est donc décrit comme étant la parfaite romantasy enemy to lovers à découvrir et apparemment ça serait pour les lecteurs à partir de 15 ans. Vu les thématiques, ça me paraît surprenant. Je pense qu'on pourra savoir ce qu'il en est que si on le lit, hein, bien sûr. Mais le truc, c'est que je le trouve très beau, hein, mais ce n'est pas du tout une priorité et je ne sais même pas si je l'achèterai un jour. Donc je vous le présente dans le doute, mais ok, je sais pas. Le 22 mai, chez les éditions Bookmark, nous aurons le premier tome de la série Witchwalker
qui s'appelle Le Faucheur de sorcières, écrit par Carissa Wicks. À chaque lune d'automne a lieu le jour de la collecte. Le faucheur de sorcières se rend dans le village et s'empare d'une jeune femme afin de la ramener au roi de Givre. Notre protagoniste, Reina, y vit depuis 24 ans et le faucheur l'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher puisqu'elle ne rêve que d'une chose, se venger du roi du Givre et du faucheur, qui a emporté sa sœur. Déterminée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne se doute pas qu'une menace bien plus inquiétante va survenir. Sorti des cendres, le faucheur, Alexus, se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Reina doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du Givre sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Reina a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui vous a volé votre cœur? J'adore la dernière phrase. Donc, comme vous pourrez le constater, je ne sais pas si je vous mettrai les deux couvertures ou seulement la couverture de la version qui m'intéresse. L'édition est juste magnifique. En tout cas, j'ai hâte de me procurer la version reliée. Peut-être pas tout de suite parce que pour le coup, ça représente souvent un budget conséquent, mais je crois bien que des dernières sorties Lost Kingdom, si je ne compte pas tout ce qui est écrit par Mo Tung-shu, c'est le livre qui m'intéresse le plus. Puisqu'avant ça, nous avons eu ces deux sorties dont vous pourrez prochainement retrouver mon avis. Attention, les deux ne sont pas tout publics et ont des trigger warnings, surtout que celui-ci est vraiment olé olé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que des trois, ces deux-là et celui que je viens de vous présenter, Witchwalker 1, c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus. J'en ai en plus déjà vu un avis élogieux. Si j'avais pu me rendre au pop-up bookmark, je l'aurais peut-être déjà. Mais bon, celui-ci, je le mets vraiment sur ma wishlist. Chez De Saxus, nous aurons la sortie du tome 4 du Sang et la Cendre, La guerre des deux reines, pour le 23 mai, c'est écrit par Jennifer Ellermann-Trout. Forcément, encore une fois, je ne vais pas résumer le tome 4, mais pour vous faire une petite explication du Sang et la Cendre, en gros, nous suivons le personnage de Poppy, et Poppy est la pucelle, un rôle qui lui a été désigné depuis la naissance, et qui est une position importante dans la rivalité qui ne cesse de grandir entre deux royaumes ennemis depuis toujours. Malheureusement, Poppy est coincée puisque sa destinée est toute tracée et qu'elle est isolée de tout et de tout le monde. Elle est recluse, surprotégée, sans aucun contact et tout ce qu'elle attend, c'est le jour de l'ascension. L'avenir tout entier repose sur ses épaules, mais elle n'est pas sûre de souhaiter cette destinée. Elle, tout ce qu'elle souhaiterait, c'est combattre les créatures qui ont créé cette situation. Et c'est l'arrivée d'un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'au grand jour qui va tout faire basculer, Hawke. Il remet en question toutes ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Et c'est animé par la violence et la vengeance car Royaume déchu va souhaiter se relever et se rebeller. Tandis que la menace se rapproche et que son univers entier bascule, Poppy est sur le point d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi de perdre son cœur ainsi que sa vie. Pour ce qui est du Sang et la Cendre, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Pareil que pour le Pont des Tempêtes, j'apprécie la série. Je trouve que quand on se lance dans cette lecture, c'est assez addictif, mais je n'ai pas autant apprécié que la majorité. Voilà, j'y trouve quelques petits points à redire. D'ailleurs, attention au trigger warning. C'est pas pour tout le monde, puis la relation n'est pas toute rose, et je dirais que ça peut paraître parfois assez sombre. Mais en gros, le 4e tome fait partie de ma wishlist, sauf que je vais attendre de lire le 3e avant. Il me semble qu'il faut que je lise le 3e, puis le 1er tome du spin-off, puis le 4e. Et à ce moment-là, je verrai si jamais je continue ou non la série, puisque c'est vrai que je suis un petit peu mitigée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi en commentaire, sans spoiler bien sûr, mais je suis plutôt curieuse puisque j'ai l'impression que je ne suis pas la seule dans ce cas. Ensuite, une sortie que je vais me procurer dans tous les cas, c'est le tome 2 de Vampiria America, qui n'est autre que Le Tombeau des Étoiles, écrit par Victor Dixon et prévu pour le 23 mai. Vampiria America, je ne vais pas vous faire
fait un résumé du tome 2, je vais vous faire un résumé du tome 1. Alors ce que je vous conseille, même si je ne l'ai pas écouté moi-même, c'est la version audio, même si j'ai aussi la version papier. Voici à quoi ressemble la beauté du relié. Vampiria America, comme la série Vampiria, c'est une uchronie. Vous n'êtes pas obligé de lire Vampiria avant, vous pouvez faire comme vous voulez. Personnellement, j'ai déjà commencé le 1. D'ailleurs, c'est l'un des fameux livres que je dois terminer et j'avais juste adoré, vraiment le début, j'étais sans voix. Mais on en parlera plus tard à l'occasion. En gros, Vampiria America, c'est une réécriture de ce qui aurait pu se passer si l'Amérique n'avait jamais connu l'indépendance. Nous y suivons 6 desperados qui n'ont plus rien à perdre. Une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Et ça fait 3 siècles que les nobles vampires règnent sur le Nouveau Monde. Et chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont conviés à se rendre à New York afin d'être transmutés. Enfin, je dis convié, mais c'est convoqué, hein, le mot, dans le résumé. Ce qui donne donc lieu à un bal et la mission de nos desperados, guidés par une sorcière, c'est de s'y introduire et de séquestrer les débutants, afin de faire payer le pouvoir vampirique. Et c'est de cette mission suicide au cœur de l'enfer que dépend l'avenir de nos 6 personnages ainsi que de l'entièreté des Amériques. Et pourquoi je vous recommande la version audio? Parce que j'avais écouté un extrait, c'est dans ma liste d'envie, donc quand j'aurai l'occasion, je pense que je le prendrai. Et juste la façon dont les comédiens nous narrent l'histoire. Et on a même, comment dire, des fonds audio, je sais pas comment vous expliquer. Quand j'ai écouté l'extrait, on avait le son des cloches. Enfin, ça a l'air hyper immersif, donc je verrai si jamais je me motive à lire les Vampiria America en papier ou si jamais j'écoute la version audio. Ensuite, le 29 mai, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, comme ça je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Nous avons la sortie du tome 4 de La Passeuse de mots écrit par Alric et Jennifer Twice et publié chez Hachette. Pour ma part, j'ai commencé le tome 1, d'où le fait que je pense vous en parler prochainement dans un update. Oui, il fait partie des livres que j'ai entamés et que j'ai laissé en pause alors que c'est juste génial. Sauf que je m'étais pris le premier tome en relié et donc je suis en décalé. J'attends les versions en relié pour continuer la série. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et juste la façon dont c'est écrit, je recommande totalement La Passeuse de mots. On y suit le personnage d'Aria qui vit dans le royaume d'Hélios. Et dans ce royaume, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria est une jeune fille passionnée par les livres. Elle en dévore chaque mot et elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume. Le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêt à tout pour l'éradiquer. Et à l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Incroyable, vraiment incroyable. Quand je me suis arrêtée, j'allais plus trop tarder à arriver à la page 300 parce que c'est vraiment un bon pavé. Le tome 1, il me semble qu'il y a plus de 700 pages si je ne me trompe pas. Et je me répète, mais c'est tellement bien écrit. J'ai tout simplement adoré, c'est original, c'est prenant. J'avais vraiment peur de me lancer dans cette série parce que je voyais pas mal de comparaisons à La Passe Miroir. Et La Passe Miroir ne me frappait pas. Vous avez le droit de ne pas aimer les livres que j'ai adorés. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé cette série. Je sais que c'est un petit peu un classique. Qu'au niveau justement de la fantasy écrite par des auteurs francophones, c'est une énorme référence. Mais pour ma part, j'ai pas du tout accroché. Notamment avec le tempérament de la protagoniste, mais en plus par rapport à la direction qu'a prise l'histoire jusqu'à la fin. Et le rythme. Mais je pense que ça serait intéressant d'en faire une vidéo complète. Donc pourquoi pas. Puis un jour, je me suis laissée tenter par La Passeuse de mots et je me suis dit bon, on sait jamais. Et je ne regrette pas du tout parce que j'adore. Et c'est pour ça que je vous présente la sortie du tome 4, même si pour ma part je ne suis pas prête d'y avoir accès. Le 29 mai également, nous avons le tome 2 de la série Les Royaumes Ardents, qui n'est autre que L'épée de laurier rose, écrit par Tasha Suri et publié dans le rayon imaginaire. On ne va pas trop s'y attarder non plus puisque je vous l'ai présenté récemment, mais c'est une fantaisie inspirée de la culture indienne. On y suit la princesse Malini qui est condamnée à mort après avoir tenté de renverser son frère. Et lorsqu'elle refuse d'être brûlée vive, elle est incarcérée dans les ruines d'un temple du royaume colonisé
d'Airania. Elle y découvre bientôt que sa nouvelle servante, Priya, est en fait une prêtresse. Une prêtresse cachée, dotée d'une magie ancienne et interdite. Malini pense qu'elle peut utiliser Priya pour s'évader. Priya, quant à elle, pense qu'elle peut utiliser Malini pour délivrer son pays de l'Empire. Ensemble, elles scelleront une alliance. Et peut-être le début d'une romance, puisque oui, il y a une romance FF. Je crois qu'il y a des trigger warnings, que c'est une fantaisie pour adultes. Je ne l'ai pas encore lu puisque je me demandais combien de temps on devrait attendre la suite. Pour le coup, elle arrive apparemment à la fin du mois et je suis très intriguée. Surtout qu'en termes de représentation, on est servi, donc j'ai hâte de découvrir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu le tome 1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il me semble de souvenir que dans cette histoire nous avons également une romance FF. Pour le 30 mai, nous avons donc le livre Le Dernier Combat, le tome 1 de Sarah L. Arifi, publié chez De Saxus, qui est une fantaisie adulte, où nous y suivons 3 femmes, 3 couleurs de sang, un empire à brûler. Rouge est le sang de la magie de l'élite et des dirigeants, ce sont les braises. Dès son plus jeune âge, Scylla est promise à un grand destin. Elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Mais son étincelle s'est éteinte le jour où elle a vu sa famille se faire assassiner. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs et de la résistance. Ce sont les cendres. Anour est une cendre qui a grandi cachée au milieu des braises, maltraitée par sa mère, l'une des dirigeantes de l'empire. Lorsqu'elle rencontre Scylla, un feu s'allume en elle, qui pourrait aussi bien détruire l'empire que consumer leur cœur. Transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles. Ce sont les hanteurs. Lorsque le gouvernement organise une série d'épreuves afin de trouver ses nouveaux dirigeants, Scylla et Anour décident d'y participer. Elles sont aidées par Assa, une hanteuse qui pourrait être le maillon manquant permettant de révéler les plus sombres secrets de l'Empire. L'alliance des 3 jeunes femmes attisera le brasier d'une révolution nouvelle, une révolution qui fera couler beaucoup de sang. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça a l'air génial. Le résumé me fait beaucoup envie. Pareil, on a de la représentation. Le rang social qui fonctionne autour de la couleur du sang, je trouve ça super intéressant. À voir ce que ça donne, ça me fait penser bien sûr à Red Queen, mais ça a l'air totalement différent. Et il me semble en avoir vu de bons échos chez les anglophones également. Malheureusement, je n'ai pas le budget pour le moment, mais c'est un livre que je pense me procurer dans le futur. Et nous allons terminer cette vidéo avec Le Roi Berger tome 1. Une fenêtre sur les ténèbres, écrit par Rachel Gillig et publié chez Sabran pour le 30 mai également. Pareil pour celui-ci, il m'intrigue énormément. Je l'ai déjà en anglais, donc je pense le tenter avant de voir si je prends la version française. Surtout que la version française est encore mieux que la version Fairyloot. Il est super beau, mais apparemment niveau traduction, rien que le résumé, c'est pas hyper prometteur puisqu'ils ont traduit des noms, des lieux, tout ça. La magie sans le sel, la sens-tu dans la brume, dans les cartes, dans ta propre demeure? Dans le royaume de Bourde, la brume dévore tout. Ceux qui la respirent contractent la fièvre, mortelle pour la plupart. Ceux qui en réchappent développent des dons interdits pour lesquels ils sont pourchassés et exécutés par l'ordre des destriers. Survivante de la fièvre, espèce du fusain fait tout pour dissimuler son pouvoir à son entourage. Mais l'ancienne créature au caractère versatile qui rôde dans son esprit rend cette tâche impossible. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Ravindif, neveu du roi. Propulsée dans un monde d'ombre et d'intrigue, Espèce accepte de l'aider à lever le sort qui empoisonne le royaume, entrevoyant l'espoir de soigner son propre mal. Ensemble, ils devront rassembler les 12 cartes de Providence, mais tout a un prix, et la créature qui corrompt l'esprit d'Espèce pourra bien lui arracher son ultime espoir. Ça a l'air génial. Encore une fois, j'avais l'impression que l'ambiance était un petit peu gothique et je sais pas, les thématiques m'intéressent énormément. Cette histoire de cartes, j'avais vu ça en feuilletant la version anglaise. Il me donne très envie et en plus pareil, vraiment de très bons retours pour celui-ci. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais comme pour Divine Rivalité, si jamais j'apprécie ma lecture de la version anglaise, je pense que je me procurerai également la version française. Donc
n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format. J'ai même mis ceux qui pourraient m'intéresser, que vous pourriez être susceptible de découvrir sur ma chaîne alors que j'ai pas forcément prévu de me les prendre pour le moment. N'hésitez pas à me dire ce qui vous donne envie en termes de sortie prochainement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!